n'y a pas de miracle dans la vie. Peut-être qu'il y en a des très croyants parmi vous qui croyaient au miracle. Moi, je ne crois pas au miracle, je crois au travail. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'Expert en parle. Aujourd'hui, L'Expert en parle a le privilège de recevoir une femme et pas n'importe laquelle. C'est tout d'abord une femme ingénieure, c'est une femme inspirante. C'est la première femme et surtout la première femme noire à diriger dorénavant le Parti libéral québécois. Déjà 5 ans qu'elle est députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Et elle a un background impressionnant qui a commencé bien sûr par une diplomation dans 2 grands établissements, à savoir le HEC et l'école polytechnique. Et ceci prouve bien sûr combien elle avait déjà dans sa tête et dans sa détermination tracé son chemin. Aujourd'hui, on peut citer McKinsey et Montréal International où elle a été PDG et qui a tracé bien sûr cette excellente carrière. Félicitations, Madame Dominique Anglade, pour votre nouveau poste de chef de parti et bien sûr pour cette trajectoire fulgurante, exemplaire et inspirante. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter mes collaborateurs qui sont avec moi aujourd'hui et qui vont se faire un plaisir de passer un bon moment avec vous. Et ensuite, on va pouvoir vous donner la parole pour nous dire un mot avant de lancer avec, bien sûr, ce questionnement, les questions que le monde se pose actuellement et nos fans se posent. Je vais commencer par Madame Ilham Madini. Bonjour Ilham. Oui, bonjour Florent. Je suis Ilham Madini, je suis formatrice, coach et conférencière en entreprise. J'accompagne les entrepreneurs et les particuliers à concilier travail et vie professionnelle et vie personnelle. Je travaille aussi sur un projet comment faciliter l'intégration des nouveaux immigrants, des nouveaux arrivants pour les aider à s'adapter, à mieux s'intégrer au sein de la société québécoise. Puis c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, puis c'est un plaisir de rencontrer Madame Anglade, puis c'est un honneur pour moi. Merci. Vous habitez Québec? Oui, j'habite à Montréal-Nord, à Blainville. OK. Bonjour, je suis Stéphane Chouapi. Ça fait 11 ans que je suis dans le domaine de l'informatique, dans l'administration des systèmes. Et puis, je suis entrepreneur. J'ai lancé une compagnie qui s'appelle Migration Entrepreneuriat. J'essaie de faciliter l'accès aux immigrants dans ces chers pays que le Canada, c'est toujours un pays diversifié et multiculturel. C'est Yves, je suis entrepreneur dans la ville de Québec en mode et en restauration. Mes hommages et mon respect, moi je suis connu ici comme collaborateur pour l'émission, sous le pseudonyme de Dr Jackson, mais dans l'état civil, je m'appelle Yannick Tala. Je suis un professionnel en santé et également présentement aux études à faculté de pharmacie de l'Université Laval. Parfait. Donc, après ce bon tour de table, je vais donc directement vous laisser la parole d'abord pour saluer et ensuite on va commencer, Madame Anglade. Bien, écoutez, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, pour pouvoir échanger. Depuis 2 semaines, j'occupe de nouvelles fonctions à titre de chef du Parti libéral du Québec et je crois que comme formation politique, nous devons de proposer un projet de société qui va faire en sorte que tout le monde va s'y reconnaître, un projet de société qui fait en sorte qu'on revienne à ce qu'a toujours été le Parti libéral, un parti de grands projets. On a eu la Révolution tranquille, on a eu l'hydroélectricité. Je pense qu'il est plus que temps qu'on ait l'environnement comme pilier de développement économique et social pour le Québec. Et je vous dirais une vision moderne du Québec et une vision rassembleuse, une vision inclusive. Donc, c'est ça que j'ai envie de porter comme nouvelle chef du Parti libéral. Et je pense que les gens sont prêts, oui, au Parti libéral, mais je pense que de manière plus large, les Québécois sont prêts à avoir ce genre d'échange-là. Alors, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Évidemment, il y a le contexte de la COVID qui est venu changer beaucoup de choses, mais je pense qu'il est venu rappeler aussi l'essentiel, ce sur quoi nous devons nous concentrer
pour bâtir le Québec, le Québec moderne. Alors, Madame Anglade, vous avez une part de votre ancestralité qui est définie dans les minorités ethniques. On aimerait savoir la réflexion que vous portez là-dessus actuellement. Est-ce que vous pensez que le Québec s'ouvre aux minorités et quel est le message que vous aimeriez donner aux jeunes relatif à cet engagement politique? Alors, mes parents, j'ai bien aimé comment vous avez dit ça, une part de mon ancestralité. Mes deux parents étaient des immigrants haïtiens qui sont arrivés au Québec il y a plus de 50 ans maintenant. Donc, moi, je suis née à Montréal et on vient tous de quelque part. L'important, c'est vraiment ce que l'on bâtit ensemble, ce que l'on fait ensemble, le projet que l'on porte qui est collectif. Et au Québec, on a cette langue commune, cette culture commune que l'on doit mettre de l'avant. Mais encore une fois, je pense qu'au-delà même de cette culture et de cette langue, il y a des projets que nous devons mettre de l'avant qui permettent à chacun de s'y retrouver. Vous me parlez d'un message à envoyer. Il y a des gens qui me disent, des immigrants qui sont venus s'installer puis qui disent qu'ils sont contents de voir que j'arrive là parce que ça montre aussi les trajectoires pour leurs propres enfants. Tant mieux s'il y a des gens qui peuvent se reconnaître dans cette trajectoire-là. Tant mieux s'il y a des jeunes femmes qui peuvent se reconnaître dans cette trajectoire-là. Moi, je le prends avec beaucoup d'humilité et surtout, il y a un mot qui caractérise beaucoup la manière dont je me sens, c'est le mot responsabilité. J'ai l'intention de livrer la marchandise pour être à la hauteur aussi des attentes, mais je sais que j'ai de bonnes responsabilités en avant de moi. Madame Anglade, je vais commencer d'abord par un petit constat pour vous dire que votre accession à la tête du Parti libéral du Québec a été perçue par beaucoup de communautés de la diversité comme étant un signal fort que, enfin, les personnes qui ont peu souvent la parole et peu souvent le droit de citer sur les tables de décision pourront, pour une fois, faire entendre leur voix. Donc, soyez rassurés que nous sommes très contents et très fiers de ce que vous avez accompli. Nous espérons que vous irez jusqu'au bout. Ma question est la suivante. Elle a multifacettes. C'est dans le domaine de la santé. Et ça ne vous a pas échappé, la semaine dernière, le Premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé en grande pompe des préposés bénéficiaires qui seront formés pendant 3 mois et qui seront payés à $26 de l'heure. Ça a eu beaucoup de réactions. Donc, il y a des professionnels en santé, en services sociaux, qui estiment qu'ils gagnent moins que ça et qui sont frustrés de par leur formation et leur background. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Un peu. Parfois, ça coupe. OK, d'accord. Bon, je vais faire le plus rapidement possible. Il y en a aussi qui se demandent quelle était la responsabilité de votre formation politique face à cette situation. Donc, ma question est suivante. Vous, quelle est votre analyse et que vous faites de l'annonce faite par le Premier ministre? Quelle est la réponse qu'on peut apporter aux autres corps de métier qui expriment leur frustration? Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que le Parti libéral du Québec a une responsabilité sur la situation actuelle de manque de personnel dans le réseau de la santé? Premièrement, je vais vous dire, effectivement, j'étais en chambre lorsqu'il a annoncé le besoin d'avoir de nouvelles personnes additionnelles. Moi, je vais commencer par un mot dans tout ça. Cohérence, cohérence, cohérence. Là, on a des enjeux, évidemment, de personnel. Ça fait 10 semaines qu'on dit qu'on a des enjeux de personnel et qu'il n'y a pas suffisamment de ressources. Même le Parti libéral était celui qui avait dit qu'il faudrait demander de l'aide à l'armée parce que sinon, on ne va pas y arriver. Puis, on a essayé différentes manières de le faire. Je pense qu'il faut prendre un pas de recul et se dire comment est-ce qu'on va aller faire le recrutement de ces personnes-là. Et en passant, ce n'est pas une question de salaire uniquement. C'est une question de conditions de travail. Les gens qui vont travailler qui cherchent à les recruter, si on tombe avec des gens qui vont avoir 100, 120, 130 personnes à leur charge comme seule personne responsable, ça va encore une fois être un enjeu. Là, présentement, ce que l'on vit, c'est des camps d'épuisement, de fatigue. Les gens ont énormément de responsabilités. Les ratios ne sont pas respectés. Nous, ce qu'on a proposé par rapport à ça, c'est le fait de cibler les endroits qui sont plus problématiques, d'avoir des ratios qui sont plus acceptables pour que les gens, quand ils viennent, au moins, il y ait une attraction pour les fonctions qu'ils occupent. Et je pense qu'il doit y avoir une réflexion par rapport aux impacts sur les autres formations
dans le domaine de la santé, parce que vous l'avez très bien dit, il y a des gens qui vont passer d'un élément à l'autre parce que c'est plus payé, mais c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Alors, tu n'as pas nécessairement réglé ton problème à terme. Mais quand je parle de cohérence, c'est la vision qu'il faut avoir. Tu ne peux pas à la fois dire « je détruis 18 000 dossiers en matière d'immigration », je réduis le nombre de seuils, je réduis les seuils de personnes qui viennent chez nous, je prends le programme d'expérience québécoise avec des étudiants et des travailleurs, j'élimine le programme ce programme-là où je le dilue considérablement, puis après ça, te réveiller puis dire « Ah, finalement, j'ai pas assez de personnes. » À un moment donné, là, il y a des réalités qui nous rattrapent. Et quand je vois le ministre de l'Immigration qui dit « Je vais aller chercher maintenant des travailleurs à l'étranger pour venir combler », c'est un manque clair de vision par rapport à ce qu'on appelle les ressources humaines à l'échelle de la province. Évidemment, ce n'est pas à l'échelle de la province. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est un véritable plan de match, une vision claire de ce qu'on va être capable d'accomplir par rapport à toute la question des pénuries, parce que nous avons des pénuries, indépendamment des taux de chômage qui sont élevés aujourd'hui, nous avons des pénuries auxquelles il faut pouvoir répondre. Et spécifiquement sur cet enjeu de recrutement, j'aurais aimé voir qu'il y a des ratios que l'on commence à instaurer dans des endroits où on a beaucoup plus de difficultés pour parvenir à ça. Mais si on arrive aujourd'hui à du court terme, c'est parce que le long terme n'a pas été planifié. Je vous suis très énormément dans les réseaux sociaux, bien à la télé. Vous avez fait un exposé que j'ai beaucoup aimé et puis vous avez mentionné 3 lettres. Et je ne sais pas, est-ce que vous êtes inspiré de votre nom qui commence par A? Ambition, audace, ardeur. Tout à fait. J'ai ambassadeur. Mais vous avez parlé de Montréal. Est-ce que ça s'applique seulement à Montréal ou c'est des concepts qu'il va falloir propager à chaque individu et dans chaque province pour que nous puissions être des ambassadeurs des villes dans lesquelles nous vivons? Ah ben, c'est applicable partout. L'idée de dire ça prend 3 A pour réussir, c'est l'ambition. Alors, l'ambition, c'est la vision. C'est quel est le degré d'ambition que tu te donnes, c'est quelle est la vision que tu veux atteindre, parce que sans vision, tu joues dans le quotidien, tu n'arrives pas à te projeter, tu prends des décisions de court terme qui ne sont, par définition, souvent pas bonnes. Donc, le A d'ambition, c'est cette vision que l'on déploie. Ensuite, c'est le audace. Bien, audace, c'est dans la manière, c'est dans la manière de faire les choses. Tu ne peux pas faire les choses de la même manière constamment. Il faut que tu innoves, il faut que tu penses différemment, il faut que tu ailles inclure des gens qui sont typiquement pas inclus, justement pour amener de la diversité de genre, diversité d'origine, mais diversité d'opinion, et qui soit véritablement un reflet de ta société. Les entreprises privées qui fonctionnent de cette manière-là ont de meilleurs résultats que les autres. Alors, il y a des raisons pour lesquelles tu dois aller justement vers cette audace qui t'oblige à sortir des sentiers battus. Puis le dernier, c'est l'ardeur. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Peut-être qu'il y en a des très croyants parmi vous qui croyaient au miracle. Moi, je ne crois pas au miracle, je crois au travail. Et donc, c'est l'ardeur. C'est l'ardeur que tu y mets. C'est cette capacité de travailler, de passer à l'action qui est importante. Et je pense que quand on arrive à concilier ce niveau d'ambition, cette audace et cette ardeur, c'est là que tu arrives à atteindre des objectifs qui amènent ta société à aller plus loin. Je trouve ça très beau parce qu'en tant qu'entrepreneur, je me suis retrouvé dans ça. C'est tellement encourageant et puis motivant. Et pour finir, la toute dernière question, c'est qu'est-ce que pensez-vous du programme Arima? Ah, il existe? Le programme Arima. J'ai vu votre échange avec Simon, le ministre des... La réalité, là, c'est qu'il a fait une espèce de grande piscine où les gens envoient leurs documents puis on ne sait plus jamais ce qui se passe. C'est triste. C'est triste. La manière de voir l'immigration au Québec, ça ne peut pas être un truc que tu fais à tous les 2 jours, tu décides d'un truc, tu modifies une affaire. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce que c'est l'image du Québec. C'est ce que tu envoies. C'est des années que ça te prend de te bâtir un lien de confiance avec des gens qui viennent s'établir ici. Et si chaque fois que tu as l'opportunité de mettre un verrou de plus, une contrainte de plus, c'est très lourd et l'image n'est pas bonne. Et ce que l'on veut, c'est attirer les meilleures personnes. Pensez-vous que les meilleures personnes, elles n'ont pas d'options dans la vie? Elles ont plein d'options dans la vie.
Alors, je crois qu'il y a vraiment un danger de regarder ça de manière très, très court terme. Arima, en soi, le concept d'Arima n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, ça avait été mis en place sous les libéraux. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Le problème, c'est qu'on ne fait rien avec ça. C'est ça l'enjeu. Il n'y a rien qui se passe. Je pense que le ministre n'a aucune volonté pour qu'il ne se passe quoi que ce soit avec ça. Aucune. Alors, j'aurais aimé que ce soit différent, mais force est de constater, encore une fois, cette semaine, avec le programme d'expérience québécoise, qu'il y a bien des morceaux qui manquent. Et encore une fois, je le ramène, c'est un manque flagrant de vision à ce niveau-là. Je veux rebondir sur le triple A. C'est quelque chose qui, en tant qu'entrepreneur, me parle d'une manière personnelle. Et merci en tout cas à M. Stéphane Chouapuis de l'avoir. C'était une très belle intervention. Ma question va être liée au PCU, au programme d'aide du gouvernement. Fédéral. Sauf changement, le PCU va bientôt prendre fin. Il va tout de même rester l'aide aux entreprises, comme par exemple 75% sur les moyens publics. Pour les entrepreneurs et travailleurs autonomes du milieu du tourisme, du spectacle et de la restauration, c'est là tombe comme une mise en garde. Certaines entreprises de ce milieu ne pourront justement pas survivre avec une exploitation de 50% de leur capacité. Et pour ceux qui sont dans le milieu du spectacle, comme les orchestres de danse, les DJ, ainsi de suite, s'il n'y a pas de rassemblement ou que les touristes ne viennent pas, évidemment, ils ne pourront pas pouvoir vendre leurs services. De votre expérience d'ex-PDG de Québec International ou encore de votre passage à la firme conseil, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces entrepreneurs? Ça, ce serait le premier volet de ma question. Et que pensez-vous des mesures mises en place par le gouvernement provincial ainsi que fédéral? Est-ce que ces mesures seront à même de rassurer une relance de l'économie dans un futur proche? Alors, merci de la question. La première chose que je vais dire, c'est que on parle de mesures qui ont été mises de l'avant. C'est sûr que l'implication du fédéral a été très forte, que ce soit la PCU, que ce soit le soutien pour accompagner les entreprises dans le 75% de salaire. Donc, ça a permis de rassurer la population, de se dire, bon, ben, je ne me trouve pas tout de suite à la rue, sans programme social, sans filet social. Donc, ça, c'est important. Et ils ont agi de manière très forte comme gouvernement. Au début, on se demandait, puis à la fin, on voyait à quel point, bon, ils ont amené des propositions qui ont été très... qui étaient positives. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais c'est aussi normal que tout ne soit pas parfait parce qu'on n'est pas dans un monde idéal aujourd'hui. Au niveau du Québec, ils ont essentiellement décidé de faire des prêts puis des garanties de prêts auprès des entreprises. Et ça fait, encore une fois, environ 8 semaines qu'on dit que ce ne sera pas suffisant. On ne peut pas penser que les entreprises qui n'ont pas de revenus aujourd'hui, qui vont avoir des dépenses supplémentaires à cause de la crise, qui ne sont pas garanties, même si elles repartaient demain matin, d'être capables d'aller générer des revenus additionnels. On ne peut pas penser que l'endettement est la chose à faire. Il faut imaginer une relance. Une relance nécessite que le consommateur décide de dépenser, que l'entreprise décide de dépenser. Or, des consommateurs endettés et des entreprises endettées ne dépensent pas et ralentissent la reprise. Donc, ce qu'il faut faire en amont, c'est de donner des pièces trébuchantes et sonnantes, des liquidités à nos entreprises pour qu'elles puissent parvenir à passer à travers. Et on a l'impression que parce qu'on donne de l'argent en amont, on gaspille cet argent-là. Non, on leur permet de passer à travers une crise et de se repositionner pour être mieux préparés à une éventuelle reprise. Donc, depuis des semaines, moi, je ne cesse de répéter que ça prend des liquidités. Je l'ai posé en chambre encore comme question. Pas plus tard que jeudi, j'étais en chambre et je posais la question au premier ministre à ce sujet-là. Et lui et le ministre Fitzgibbon se sont levés pour ne rien dire par rapport à l'aide directe. L'aide directe, elle est essentielle à nos entreprises. Elle est fondamentale. On manque le bateau en ne posant pas ces gestes-là aujourd'hui. Et je vais continuer à le redire. Il faut se projeter et se dire, ça va coûter au gouvernement à court terme, dans l'industrie du tourisme, dans l'industrie de la restauration, mais c'est un choix politique que tu fais. Puis je comprends que les gens n'aiment pas les subventions. Là, ils disent, le gouvernement, le ministre m'a répété à plusieurs reprises, moi, je ne suis pas un gars qui aime les subventions.
pas une histoire d'aimer ou pas aimer. Hein. On n'est pas dans un mode j'aime, j'aime pas. On est dans un mode, il y a une crise majeure. Comment est-ce qu'on s'en sort? Quels sont les meilleurs mécanismes qui ont été prouvés par le passé? Et la réalité, c'est que moi, je mettrais des sous. J'aurais mis des sous déjà il y a 8 semaines. Voilà. C'est bon. Là, on vous écoute et on vous entend. Merci. Une fois de plus, je remercie Mme Anglade d'être là. Ma dernière question est la suivante. J'aime bien votre idéologie politique au sein du Parti libéral et j'aime bien aussi cette ambition que vous émanez au quotidien. Est-ce qu'on pourrait vous voir dans quelques années ministre du Canada? Oh, monsieur Chouapi. Ben, c'est pas le plan. Le plan, c'est le Québec. Le plan, c'est le Québec. Alors, quand j'ai décidé de m'impliquer, c'est parce que j'ai quand même le Québec tatoué sur le cœur, la politique québécoise qui m'interpelle particulièrement. Donc, mon objectif, c'est le Québec. OK. Mais en tout cas, je vous le souhaite, madame, parce que tellement vous êtes ambitieuse, vous avez un parcours brillant et je pense que vous pouvez le faire. Merci. Merci infiniment. Vous avez toujours été une femme brillante, partie bien sûr de filles d'immigrés. Vous avez traversé toutes comme une flèche. D'ailleurs, dans vos propres mots, vous dites toujours que vous aimez marcher vite. On dirait que ce n'est pas juste marcher vite que vous aimez faire, vous aimez aussi avancer très vite parce que vous avez traversé le collège, vous avez aussi traversé tout ce qui est comme difficulté, comme grand entrepreneur. Et aujourd'hui, vous êtes où vous êtes et nous en sommes très fiers. Vous êtes comme la lumière, l'espoir de toute la diversité culturelle. En parlant de position de femme, que pourriez-vous dire sur l'évolution ou le positionnement de la femme dans la société québécoise, dans la société canadienne, dans le futur? Écoutez, si je peux me permettre, il y a eu cette semaine à l'Assemblée nationale un moment où on a célébré le 25e anniversaire de la Marche du pain et des roses, marche qui avait été instigée par Françoise David, Manon Massé, Diane Matt. Et cette marche, justement, c'était pour la reconnaissance de la femme dans tout ce qu'elle représente. Et j'ai prononcé à ce moment-là une allocution. Il y a eu beaucoup de progrès, évidemment, qui a été fait, mais il y a aussi beaucoup de défis beaucoup de choses qui nous restent à atteindre comme objectif. Lorsqu'on regarde la crise de la COVID, il faut qu'on se le dise, et ce que je demandais à mes collègues élus de l'Assemblée nationale, qu'on soit capable de reconnaître davantage que c'est essentiellement des femmes qui se retrouvent au front. Ce sont des femmes qui souvent sont des femmes immigrantes, plus précarisées, plus vulnérables, et je le disais dans mon discours, toujours résilientes cependant. Et c'est là que tu te rends compte que c'est les femmes qui font front dans ce genre de situation-là. Ça doit quand même teinter la manière dont on va penser l'avenir en termes d'égalité des genres et de voir comment les politiques publiques vont devoir s'adapter jusqu'à un certain point à ça. Il y a eu un progrès extrêmement important au Québec de la position de la femme, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Pas que la rencontre finisse. Madame Anglade, on va se dire au revoir. Et... Merci beaucoup encore une fois et une très belle fin de semaine à vous tous. Hein? Merci. Au revoir. Bye bye. Merci. Bye bye. Au revoir.